Bonsoir à tous, moi je suis le docteur Brassini, donc je suis radiothérapeute au Centre azuréen de cancérologie à Mougins. Donc on parle beaucoup des effets secondaires, mais je vais essayer de vous prouver qu'on a fait quand même pas mal d'avancées et qu'on en fera encore plus pour diminuer justement la toxicité des traitements de radiothérapie. Alors parce que la radiothérapie, donc c'est un traitement incontournable dans la prise en charge des cancers du sein. On a donc depuis plusieurs années donc des études, notamment cette méta-analyse d'Oxford. Donc une méta-analyse en fait c'est une compilation en fait de toutes les études statistiques bien menées, donc qui nous donne en fait une certitude scientifique qui avait été faite sur plus de 10 000 patients et donc sur 17 essais de qualité, qui nous montrait qu'avec la radiothérapie, on divisait par 2 le risque de rechute dans le sein et qu'on diminuait même de 16% le risque de décès par cancer du sein. Et l'association de cette chirurgie à une radiothérapie où on conserve le sein permettait des taux de guérison équivalents à une prise en charge plus lourde, c'est-à-dire à une mastectomie. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs dizaines d'années, l'association d'une chirurgie où on conserve le sein à une radiothérapie est devenue le standard. Alors le problème pendant la radiothérapie, c'est qu'on peut avoir une toxicité aiguë au niveau de la peau essentiellement. Donc vous le voyez sur les diapos, donc c'est ce qu'on appelle une épithélite, c'est-à-dire une inflammation de l'étui cutané. Dans la plupart des cas, c'est une inflammation de grade 1, c'est-à-dire que vous voyez un érythème, donc une rougeur discrète, indolore. Ça peut passer en grade 2, c'est-à-dire que là, on a un caractère douloureux qui est souvent marqué au niveau des plis. Le grade 3, c'est-à-dire où là vraiment la réaction est plus intense et se situe en dehors des plis, reste quand même rare. Elle peut toucher environ 5% de nos patients. Alors ces toxicités cutanées sont spontanément résolutives dans les 4 à 6 semaines après le traitement. Il existe aussi une toxicité esthétique et cutanée qu'on qualifie de tardive. Donc la définition de tardive, c'est qu'elle apparaît en gros entre 6 mois et 2 ans après la radiothérapie. Elle peut prendre différentes formes. Ça peut être un sein plus gros parce qu'on a un œdème du sein. Ça peut être à contrario un rétrécissement du sein parce qu'on a donc une fibrose qui attire un peu les tissus. Ce qui nous fait en gros dans 5% des cas une modification de l'aspect du sein. On peut aussi ressentir un sein un peu moins souple, un peu moins élastique, un peu plus dur, et dans la majorité des cas, ça se situe essentiellement dans ce qu'on appelle le lit opératoire, c'est-à-dire là où le chirurgien a enlevé la tumeur. Des téléangiectasies, donc ça devient de plus en plus rare, mais ça peut s'observer, donc c'est des petites dilatations, donc comme on voit dans la photo de droite, mais qui est une photo historique, des dilatations des petits vaisseaux à la surface de la peau. En dehors de la peau, une des préoccupations, c'était mais quid du poumon et du cœur, parce qu'on sait que notamment lorsqu'on a une irradiation du sein gauche, le poumon est derrière le sein et le cœur est pas très loin. Et c'est vrai que dans les dernières études, mais qui reflètent de la radiothérapie faite il y a 10 ou 15 ans, on avait moins d'1% de toxicité, et on voit sur le diagramme de droite qu'en fait, plus on augmente la dose que reçoit le cœur et plus le risque de complications est important. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de préserver le cœur. Toutefois, on voit que le taux d'observance de la radiothérapie est élevé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 98 à 99% des gens qui commencent la radiothérapie finiront la radiothérapie. Ce qui est beaucoup plus important que les 2 autres traitements préventifs qu'on utilise après la chirurgie, c'est-à-dire la chimiothérapie ou l'hormonothérapie, puisqu'on sait que par exemple pour l'hormonothérapie, on a entre 30 et 40% des gens qui, pendant les 5 ans, l'arrêteront. Alors que la radiothérapie, ça devient rarissime de l'arrêter. Alors pourquoi? Parce que la radiothérapie, il y a eu quand même des évolutions. Et avec la chirurgie, c'est un des traitements les plus anciens qu'on connaisse, puisque les premières images de traitement datent du début du XXe siècle. Et bien évidemment, depuis, on a fait un peu de progrès. Alors, on a fait des progrès notamment pour le confort des patients sur le nombre de séances. Donc, on a diminué le nombre de séances en compensant, en augmentant la dose par séance. Donc, ça a un nom, ça s'appelle l'hypofractionnement. Donc, le fractionnement, c'est le nombre de séances et hypo, ça veut dire qu'on en fait moins. Et en fait, historiquement,
les patientes, elles venaient pour faire 25 séances sur le sein, plus 8 séances là où elles avaient été opérées. Donc on se retrouvait avec des traitements étalés sur une durée de 6 semaines et demie. On a eu ensuite, dans les années de 2010 à 2020, des études faites par nos confrères canadiens et nos confrères anglais pour essayer de raccourcir ce temps de traitement. Alors les Canadiens, c'était parce que le pays est tellement grand qu'il y avait plein de femmes qui ne pouvaient pas se faire irradier, donc ils voulaient raccourcir la durée du traitement. Et les Anglais, c'était pour économiser des sous, pour que ça coûte moins à la Sécu. Mais en gros, les deux études ont montré la même chose, c'est-à-dire qu'on pouvait, dans certains cas, mais globalement dans la plupart des cas, essayer de raccourcir en fait le traitement pour passer de 25 séances sur tout le sein à 15 séances. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypofractionnement modéré. Donc la crainte initialement, c'était qu'en réduisant, enfin en augmentant la dose par séance, on ait plus de séquelles sur le long terme. Et finalement, maintenant, on commence à avoir un recul significatif, si bien qu'en tout cas, toutes les femmes de plus de 50 ans ont un hypofractionnement modéré. Et depuis les années 2020, on a même des traitements encore plus courts de 5 séances qui viennent d'être validés, alors qui ne sont pas proposés encore à toutes les patientes car on a seulement 5 ans de recul et on sait qu'on peut avoir un risque de rechute de 5 à 15 ans après la chirurgie. Donc c'est pour ça qu'on adapte en fait ces schémas à l'âge des patientes et à leur durée de vie potentielle. Mais globalement, dans un futur assez proche, on aura le recul suffisant pour proposer ce schéma de 5 séances, même dès l'âge de 18 ans. Donc pour la société, ça fait moins de sous à dépenser pour les transports pour le centre de radiothérapie. Et pour les femmes atteintes de cancer, ça sera un traitement beaucoup moins lourd en termes d'aller-retour, et notamment pour celles aussi qui travaillent ou qui ont des enfants petits. Un autre moyen de diminuer la toxicité de la radiothérapie, c'est d'irradier qu'une part du sein. Alors imaginons si vous avez un petit feu dans une cuisine, plutôt que d'arroser toute la maison en entier, comme on fait quand on irradie tout le sein, vous arrosez uniquement la cuisine et du coup ça vous permet de garder propre en fait tout le reste de la maison. Et c'est un peu comme ça avec cette radiothérapie partielle. Cette radiothérapie partielle, en fait, elle a été basée sur le fait qu'on a remarqué que 75 à 80% des rechutes des femmes qui ont été opérées étaient donc en fait autour du lit opératoire, dans les 2 cm qui étaient autour du lit opératoire. Donc c'est pour ça que chez certaines patientes très sélectionnées, avec un âge qui convient, avec une taille tumorale limitée, on peut proposer éventuellement de n'irradier que là où la patiente a été opérée et donc d'épargner le reste du sein. Et ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire soit en péropératoire, il y a certaines équipes qui sont équipées de robots qui font la radiothérapie pendant l'opération, soit par voie externe comme la radiothérapie classique, soit en mettant des aiguilles radioactives là où les gens ont été opérés, donc c'est ce qu'on appelle la curithérapie. Une autre évolution technologique qui a un nom un peu compliqué, c'est ce qu'on appelle la RCMI, donc c'est la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. Donc je vais essayer de vous déchiffrer un peu ce terme. Alors, pourquoi on parle de modulation? Donc radiothérapie, ça c'est bon, c'est ce que c'est. On va parler de modulation. Alors avant, en fait, on prend l'analogie par exemple d'un rayon de soleil qui tape sur un mur. Donc le rayon de soleil, il va sur le mur, tout le mur est éclairé. S'il y a une fenêtre en plein milieu du mur, elle sera éclairée aussi. Donc ça, c'était en gros les techniques de radiothérapie 3D qu'on faisait dans le sein. Donc quand le faisceau sort de la machine, il prend tout ce qu'il y a devant lui, que ce soit le sein ou l'organe à risque. Après, grâce à la modulation, en fait, alors comment on module? En fait, on place des filtres un peu sur le projecteur de lumière et ça nous permet de laisser passer plus ou moins de lumière selon la zone. Donc il y a des zones qui seront exposées, par exemple la tumeur qu'on veut traiter ou le sein qu'on veut traiter, et des zones qui seront moins exposées qu'on laissera dans le noir parce que c'est des organes à risque et on veut les éviter. Et donc ça, comment on fait? En fait, on utilise des petits volets mobiles en fait, qui se déplacent en direct pendant la radiothérapie qu'on appelle des collimateurs. Donc là, vous aviez une image du traitement à l'ancienne où en fait, du faisceau de radiothérapie, c'était homogène, c'était noir partout. Et grâce à ces collimateurs, donc vous voyez qu'ils peuvent prendre des formes, toutes les formes que vous voulez, et qui se déplacent en fait, qui sont mobiles en permanence,
on peut avoir une distribution hétérogène de la dose. Donc là, vous avez là-dedans, par exemple, tout ce qui est noir, c'est là où on met de la dose forte, tout ce qui est gris, c'est une dose intermédiaire, tout ce qui est blanc, c'est qu'il n'y a pas de dose. Et donc grâce à ça, l'ordinateur il calcule précisément la quantité de rayons qu'il faut envoyer à chaque endroit du sein et comment les envoyer. Donc ça c'est le premier concept, c'est que grâce à cette collimateur, on arrive à varier et ne pas avoir une dose uniforme. L'autre chose, c'est le logiciel de planification inverse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? En fait, on mettait tous les faisceaux de radiothérapie et on voyait qu'est-ce qui se passait au milieu, donc là où il y a les points d'interrogation, et on disait telle zone reçoit telle dose, point. Et maintenant, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'ordinateur les paramètres, on dit par exemple le cœur, je ne veux pas qu'il reçoive telle dose, il peut recevoir jusqu'à telle dose, mais après je ne veux pas, le poumon pareil, et du coup, on rentre tous les paramètres dans l'ordinateur et c'est l'ordinateur et le logiciel de dosimétrie qui met en place a posteriori les faisceaux pour qu'ils satisfassent aux conditions qu'on lui a posées. Et c'est ça l'inverse en fait, c'est que du coup, on n'est plus spectateur en fait de la dose qu'on donne, on est acteur, et si la dosimétrie ne nous convient pas, on la refait jusqu'à temps que ça nous convienne. Et donc ça nous permet d'avoir en gros avec une radiothérapie 3D où quand vous vouliez irradier le bonhomme, et finalement vous irradiez tout ce qu'il y avait à côté, à une radiothérapie sculptée qu'on appelle l'ARCMI ou en anglais l'IMRT, mais c'est le même terme. Et pourquoi il y a un IG à côté? C'est parce que là c'est l'image guided radiotherapy, donc c'est la radiothérapie guidée par l'image. Là aussi ce qu'on fait en permanence en fait, c'est-à-dire que on fait en fait tous les jours des scanners sous la machine pour vérifier justement qu'on traite au bon endroit, qu'il n'y ait pas un œdème qui se soit résorbé ou un œdème qui se crée et que du coup tous les paramètres qu'on a décidés soient bien actifs. Et quand on regarde dans les études, on voit que ces nouveautés en radiothérapie permettent de diminuer la toxicité aiguë, donc l'épidermite exsudative, donc c'est quand la peau se craquelle et qu'elle sointe, et diminue également la toxicité tardive. On voit qu'on a quasiment 2 fois moins de risque de changement esthétique du sein. On a une meilleure cosmétique quand on interroge les patientes. Donc ça, c'est des techniques qui malheureusement ne sont pas remboursées, mais que maintenant quasiment tout le monde fait quand même, parce que voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu un gros frein finalement de nos autorités pour ne pas le faire, parce qu'ils craignaient que ça crée une inflation des coûts, mais finalement tout le monde le fait sans le facturer. Alors l'intelligence artificielle en fait est déjà dans les centres de radiothérapie en fait. Donc c'est une intelligence artificielle qui est entraînée grâce au deep learning, c'est-à-dire qu'en fait les scanners de dosimétrie qu'on fait pour les patientes, elles sont envoyées donc en fait à un logiciel qui apprend en gros par lui-même. Et maintenant, quand on envoie les images en fait à ce logiciel, il nous renvoie en fait en quelques minutes une vision du corps où tout est contouré. Alors qu'avant, on faisait ça à la main, donc c'était assez chronophage. Donc par exemple, pour contourer tous ces organes, c'est-à-dire contourer les organes à traiter, les seins, mais aussi le cœur, la moelle épinière, le poumon, enfin tous les organes qu'il faut traiter, ça pouvait nous prendre 1 heure, 1 heure et demie. Et bien là maintenant, ça nous prend 4 minutes. Donc c'est vrai que ça permet par exemple à des centres qui étaient réticents pour faire ce genre de technique, parce que d'une part, c'était pas remboursé, et d'autre part, ils allaient passer 1 heure et demie par dossier à travailler. Et bien là maintenant, ça a permis de répandre en fait cette technique à beaucoup plus de monde. Donc ça, c'est une des possibilités d'utilisation de ces logiciels et qui sont utilisés en pratique dans maintenant la majorité des équipes. Mais l'intelligence artificielle va agir un peu partout. C'est-à-dire lorsqu'on prépare le traitement, on fait ce qu'on appelle un scanner de repérage de radiothérapie où on programme les machines, et ben vous savez que quand on fait des scanners, on voit plus ou moins les images, quoi. C'est-à-dire les scanners de maintenant, ils sont beaucoup plus précis que ceux d'il y a 20 ans. Et ben, avec l'intelligence artificielle, on espère réduire les artefacts pour avoir un scanner le plus joli possible. Et déterminer par exemple la position optimisée pour le traitement. Parce que quand il y a une patiente par exemple qui a mal au bras, qui n'arrive pas à déplacer le bras, c'est un peu empirique, quoi. Vous la placez un peu comme vous pouvez. Et bien là, on espère que cette intelligence artificielle, elle nous expliquera, elle nous guidera et elle nous dira cette patiente, il faut la poser dans cette position parce qu'elle a moins de risques après, pendant tout le traitement, de bouger.
Deuxième étape, on l'a vu, c'est-à-dire le contourage, c'est-à-dire le dessin des volumes à traiter et des volumes à ne pas traiter. Et ensuite, elle nous permettra, donc nous, en tant que radiothérapeute, on dessine les volumes, mais ensuite, c'est un autre corps de métier qui fait ce qu'on appelle la dosimétrie. C'est ce qu'on appelle les physiciens médicaux et les dosimétristes, en fait, qui travaillent avec les outils informatiques pour placer la dose comme on l'a souhaité. Et forcément, grâce à l'intelligence artificielle, on espère avoir un gain de temps considérable là-dessus. C'est que ce processus, au début, moi, quand on avait développé à Montpellier la RCMI il y a 12 ans, l'ordinateur, vous le lanciez à 8 h du soir, et le lendemain, 8 h du matin, vous aviez votre dosimétrie. Maintenant, avec ces logiciels-là, ça prend là aussi 5 minutes. Donc, et ça permet du coup d'offrir ça à beaucoup plus de patients. Donc, on espère là-dessus avoir des progrès importants. Avant de traiter le patient, donc entre la phase où on planifie le traitement, où le médecin a validé le traitement, et la phase où le patient est traité, on a un peu, c'est comme en aéronautique, en radiothérapie, on a une des spécialités les plus surveillées du monde. On a des assurances qualité pour prouver à tout le monde que c'est bien, que ce qui va sortir de la machine, c'est bien ce qui a été programmé avant de traiter le patient. Et là aussi, ça prend un temps considérable qu'on va pouvoir optimiser avec l'intelligence artificielle. Donc ça va pouvoir libérer du temps, parce que le problème c'est qu'il faut des êtres humains après pour faire ça dans la vraie vie, donc ça va libérer du temps pour les dosimétristes et les physiciens. Et ça va peut-être nous permettre aussi d'anticiper les pannes de machines, parce que même si les machines de radiothérapie elles coûtent plusieurs millions d'euros et qu'elles sont quasi neuves, on a quand même régulièrement des machines qui sont en panne, tout ça. Et donc on espère que l'intelligence artificielle va pouvoir en gros nous aider et prédire ces pannes, ou en tout cas les limiter. Et enfin, pendant le traitement de radiothérapie, ça va peut-être nous permettre de gérer les mouvements des patients et d'assurer ce qu'on appelle une radiothérapie adaptative, ce qui est en gros la prochaine étape de la radiothérapie. C'est-à-dire que si vous avez une perte de poids de la patiente, si vous avez une fonte de l'œdème après une opération, que en fait, le logiciel refasse tout le process à zéro tous les jours. Ce qui demande un temps considérable actuellement. Donc on ne fait que quand on a vraiment une perte de poids importante. Donc c'est vrai que dans le sein, ça ne se fait jamais, ça se fait surtout dans les cancers ORL où les gens ils ont des effets secondaires importants, où ils peuvent perdre 5-10 kilos. Mais là, dans un avenir assez proche, tous les jours, on pourra faire un traitement personnalisé au millimètre près grâce à ces progrès-là. Alors, un autre traitement qui est magique et qui est assez simple, c'est l'inspiration bloquée. Donc, je vous ai dit que du coup, alors quand on irradie en fait le sein, vous avez plusieurs situations. Donc, dans le cas 1, le faisceau, en fait, ce qui va être traité, c'est entre les deux lignes violettes, là, ou roses, ou rouges. Ouais. Donc, entre les deux lignes rouges, le sein est pris dans le champ de radiothérapie. Donc, dans le cas 1, c'est facile parce que le cœur, qui est au milieu, qu'on voit là en rouge, il est hors du champ de radiothérapie. Donc le cœur, il est là, et le sein, il est là. Dans le cas numéro 2, on voit qu'il y a un bout de cœur qui commence à être dans les champs. Alors on peut se dire, c'est pas trop grave, mais en fait, cet endroit-là, c'est justement là où passe la coronaire gauche qui est impliquée dans le risque d'infarctus. Donc, bon, si on pouvait l'éviter, ce serait quand même mieux. Et dans le cas numéro 3, là, c'est pas bon du tout parce que vous avez à la fois la coronaire gauche qui peut donner le risque d'infarctus, plus le muscle cardiaque. Là, ce qu'on voit en gris, c'est du muscle, du myocarde. Et donc, du coup, vous avez un risque d'insuffisance cardiaque, alors qui ne va pas se faire tout de suite, mais qui risque d'être 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un principe assez simple, en fait, qui est là aussi ultra chronophage et pas remboursé, mais qui est ultra simple, c'est de faire travailler sur l'inspiration bloquée. Parce que quand on respire profondément, en fait, et qu'ensuite on bloque sa respiration, les poumons, ils se gonflent et en fait, ils repoussent le cœur un peu plus loin du sein. Et ça permet donc d'avoir cet espace-là, ce spread-là qu'on a en jaune, entre le cœur et le sein, et du coup de permettre de passer les rayons que dans la phase inspiratoire. Donc concrètement, comment ça se passe? On met une patiente sur le scanner de radiothérapie, elle a un petit boîtier sur son thorax qui va surveiller la respiration parce qu'il va être en fait relié à une caméra.
Et grâce à ça, on va avoir une courbe de respiration grâce à ces deux outils-là. Et la patiente a son propre outil, puisqu'en fait, elle a un écran qui est situé juste au-dessus de sa tête, et elle voit son cycle respiratoire en direct comme nous. Donc, nous, on est à côté dans la salle, donc on voit là son cycle respiratoire, donc inspiration, quand ça descend, là, c'est expiration. Et à un moment, on lui demande de bloquer. Et donc là, elle bloque pour faire un plateau. Et en fait, c'est sur ce plateau-là qu'on va ensuite faire la radiothérapie. Et la patiente, elle, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit, c'est un petit jeu vidéo. En fait, il faut le but du jeu, c'est qu'elle mette la ligne blanche dans la bande verte. Et alors, je ne sais pas si dans celui-là, elle va y arriver ou pas. Mais normalement, un jour, elle va y arriver, vous inquiétez pas. Donc ça demande aussi un effort d'éducation. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même tenir l'inspiration bloquée pendant 20 secondes. Donc, chez des populations insuffisantes respiratoires très âgées, c'est compliqué. Mais sinon, chez la plupart des patientes, c'est possible. Donc, chez les patientes chez qui on ne peut pas bloquer l'inspiration, on a quand même les techniques qu'on a vues d'IMRT et d'IGRT qui diminuent de façon importante la radiothérapie, les effets de la radiothérapie. Sachant que donc, les résultats que je vous ai montrés avec les taux de complications que je vous ai montrés dans les premières diapos, c'est-à-dire en gros, moins d'1% de toxicité cardiaque et pulmonaire, et en toxicité aiguë, on avait quoi moins de 10% de toxicité. Ça, c'est avec des techniques qui n'intègrent pas l'IMRT et qui n'intègrent pas l'inspiration bloquée, enfin qui n'intègrent pas tout ce que je vous ai dit qu'on utilise en pratique, mais voilà, dans ces études-là qui ont été faites il y a quelques années, elles ne reflètent pas ces bénéfices-là. Il y a un dernier traitement dont je voulais vous parler, ce qu'on appelle la photobiomodulation. Alors là, ce n'est pas de la radiothérapie, mais c'est à côté de la radiothérapie. Alors comme son nom l'indique, photo, c'est parce que ça utilise de la lumière, c'est une luminothérapie avec des longueurs d'onde rouges et infrarouges. Et biomodulation, parce que quand ça traverse les tissus et que ça agit sur les cellules, en fait, ça convertit l'énergie lumineuse en énergie métabolique. Ça modifie le métabolisme des cellules. Mais c'est contrairement à la radiothérapie qui a une action ionisante, donc qui modifie l'ADN des cellules, là, il n'y a pas d'action, c'est une thérapie qui est non ionisante. C'est pour ça qu'elle ne présente zéro effet secondaire. Et en fait, historiquement, ça a été développé par la NASA, en fait, parce qu'ils voulaient faire pousser les plantes, en fait, pendant les missions orbitaires. Et en fait, ils ont observé que quand les astronautes se blessaient, en fait, le fait de passer sous la lampe, ça permettait d'accélérer la cicatrisation. Et ensuite, ils l'ont développé pour lutter contre la perte osseuse et la perte musculaire qu'on peut observer lors des vols spatiaux. Parce que ça a un effet de prolifération et de régénération des tissus, ça permet d'augmenter la cicatrisation et ça a un effet anti-inflammatoire. Donc lorsqu'on a les patientes, alors pour l'instant on l'utilise en curatif, c'est-à-dire que quand les patientes ont la peau du sein qui est abîmée par la radiothérapie, alors généralement c'est au niveau des plis, donc sous le sein et au niveau de l'aisselle, on fait des séances comme ça pour accélérer la cicatrisation associée à des pansements. Et on a un essai clinique qui avait été fait, où on avait mis un bras avec les gens qui avaient justement ce traitement et des gens qui ne l'avaient pas. Et on a remarqué, donc d'après les questionnaires, qu'on avait quand même beaucoup moins de toxicité grâce à ce traitement. Donc ça, ce n'est pas de la radiothérapie, mais c'est un traitement qui peut nous aider à mieux tolérer. Alors, il y a aussi des voies de recherche. Alors ça, c'est une voie de recherche qu'on avait initiée quand on était à Montpellier, là, par le professeur Azria. Donc c'est une étude sur le taux d'apoptose des lymphocytes qu'on a dans le sang, mais il y a aussi d'autres études avec des facteurs génomiques pour essayer de différencier les patients. Pourquoi il y a des patients qui font des effets secondaires, d'autres qui n'en font pas, alors que les paramètres sont les mêmes, sur le papier tout est pareil. C'est probablement parce qu'on a des gènes de réparation des lésions induites par la radiothérapie qui sont différents. Et là, on voit que lorsqu'on avait par exemple la ligne du haut, donc un score d'après ce test qui était bas, on avait 19% de toxicité, alors que lorsqu'on était avec le test élevé, la courbe du bas, on était autour de 7-8%. Et donc en fait, on se rend compte qu'il y a dans la population, en gros, à peu près 5% de patients radiosensibles. Donc si vous arrivez, avant de choisir le traitement, à écarter ces 5%, plus les techniques dont on a parlé, j'ose espérer que dans quelques années, on n'aura quasiment plus d'effets secondaires. Donc en résumé, on s'oriente vers une radiothérapie plus efficace et mieux tolérée car la durée est réduite
probablement dans un avenir proche. En gros, tout le monde sera autour de 5 à 15 séances. Les traitements sont plus ciblés puisque du coup, la technologie nous permet d'épargner au maximum donc, les tissus sains. Et je pense que toutes les équipes bientôt adapteront ce traitement d'inspiration bloquée. Même si c'est chronophage, même si ça demande une éducation thérapeutique, ça a quand même un impact très important pour la protection du cœur. Et enfin, il ne faut pas négliger également toutes les thérapeutiques associées à la radiothérapie comme la photobiomodulation qui peuvent aussi améliorer la tolérance du traitement et également les autres avancées pour sélectionner les patientes pour essayer d'avoir un traitement personnalisé et ne pas proposer à tous les patients la même chose. Voilà, si vous avez des questions. Merci Antoine, c'était extrêmement pédagogique, bravo. C'est pas simple d'expliquer la radiothérapie, je trouve que c'était extrêmement clair, gros travail de simplification et je t'en remercie. Et voilà, immédiatement ça suscite des questions, parce que tout le monde a compris ce qu'était la radiothérapie. Le ciblage des organes au moment de la radiothérapie, il est déjà fait ou c'est un projet? Par exemple, à Mougins. Alors, c'est systématique, oui. C'est-à-dire, en fait, quand les patientes font le scanner de repérage de radiothérapie, systématiquement, tous les organes sont contourés. Et en fait, quand on passe à l'étape de dosimétrie, en fait, le physicien a des contraintes de dose. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il ne faut pas qu'il dépasse telle dose dans le cœur, telle dose dans le poumon, qu'il faut également que lorsqu'il irradie le sein, il n'y ait pas de point chaud. Parce qu'en fait, avec les techniques un peu anciennes, pourquoi les patientes avaient aussi des effets secondaires, c'est parce qu'on avait une dose qui était hétérogène, notamment au niveau des plis. Il y avait des gens qui avaient plus de 10% de la dose. Donc on a en fait, tout est encadré. Et maintenant, c'est en routine depuis plusieurs années. Ouais. Alors, en ce qui concerne le ciblage par scanner, chez nous, ça fait au moins 10 ans, voire 15 ans. L'inspiration bloquée, là, ça fait 3 ans qu'on l'a développée. Et la photobiomodulation, on l'a développée il y a quelques mois. Voilà, donc là, je vous dis, on est au... Et pour les logiciels d'intelligence artificielle, ça doit faire 3 ans qu'on les utilise en pratique pour contourer. Alors avant, on le faisait à la main. Donc voilà. Du coup, on a gagné quand même beaucoup de temps. Ça gagne de temps pour les radiothérapeutes aussi. Voilà. Et donc c'est vrai que malheureusement, avec... Oui. Mais on contourait tous ces organes manuellement avant. Et c'est ça. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Automatisé. Donc c'est vrai qu'en fait, on gagne du temps sur certaines choses, comme par exemple la réduction du nombre de séances fait que du coup ça libère un peu de la place sous les machines. On gagne du temps avec les outils d'intelligence artificielle, mais en fait c'est du temps après qu'on transfère ailleurs. Mais du coup pour mieux surveiller la qualité des traitements, ou pour mieux accompagner les patients, ou pour passer plus de temps aussi avec les patients. Donc en fait notre... Ça nous permet aussi de réduire les délais de prise en charge. Et c'est ça. Le temps d'attente pour une radiothérapie, du fait de ce fractionnement modéré, a été réduit. Donc c'est un réel gain. Voilà. Même si le traitement, même fait dans les années en 1906, intuitivement, ils avaient déjà fait du bon boulot parce qu'ils avaient trouvé la dose qu'il fallait donner en fait empiriquement. Là, on a permis d'améliorer un peu le package. Ouais. Juste Antoine, deux petites choses. Tu nous parles de la possibilité de refaire l'évaluation quotidiennement demain d'un point de vue. C'est ça, ouais. Donc ça veut dire qu'on ne va plus vous embêter quand on met un skin justement et qu'on le gonfle. Non. Ça c'était une problématique aussi. On a arrêté de gonfler ou on dégonflait pendant la radiothérapie. Donc c'est une bonne nouvelle. Et ouais. c'est quand tu as une idée? Alors, ça c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça pourra prendre 5 ans à peu près. Nous, on commence parce que là, on commence à faire en fait des audits. On est allé à Avignon. Enfin, on commence à se renseigner en gros parce qu'il y a plusieurs constructeurs qui proposent plusieurs solutions. Et je pense qu'on commencera l'adaptatif l'année prochaine, mais on commencera plutôt dans des pathologies plus à même de changer d'aspect, c'est-à-dire l'ORL. Et aussi, par exemple, les organes. Par contre, pour la radiothérapie pelvienne, pour les cols de l'utérus, où tu as toujours ce remplissage de la vessie et du rectum qui nous pose problème. Hein. Dans le sein, c'est moins un problème, mais du coup, quand la technique sera validée partout ailleurs, on en profitera pour le faire dans le sein. Et au moins, voilà, chaque jour, on recommencera tout à zéro. Sauf que là, actuellement, si on fait ça,
c'est pas possible, quoi. Enfin, on n'a pas les ressources humaines et le temps. Et en plus, le bénéfice, il sera quand même dans le sein beaucoup moins important que dans les autres pathologies. Ça sera vraiment la cerise sur le gâteau, parce que là, quand on voit par exemple les effets secondaires, qu'on regarde qu'on est entre 2 et 5%, bon, le problème c'est qu'il y a un moment, c'est difficile de faire mieux, quoi. Donc on peut en fait engager beaucoup de ressources pour que ça ne se voit pas, parce qu'en fait, voilà, on est dans la ligne du trait. Mais après, voilà, qui peut le plus peut le moins, donc on va essayer de tout faire, et je pense que quand ces techniques seront développées dans les organes, notamment pelviens, après on essaiera de le généraliser pour tout le monde, d'autant plus si on arrive à faire pour tout le monde 5 séances. C'est sûr qu'on aura plus de temps à consacrer pour les 5 séances que si on en fait 33. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup Antoine. Bon, ben merci à vous. Merci. On ne reste plus qu'à remercier tous les orateurs d'avoir donné de leur temps pour organiser ces printemps de la cancérologie, à Antoine d'avoir mis en place le programme, à tous les participants d'être venus. On était très heureux d'être avec vous sur Cannes, et on monte un peu d'année en année en nombre de participants. On espère vous voir encore plus nombreux l'année prochaine. Merci, très bon après-midi, puis à l'année prochaine. Ouais.